Merci, merci beaucoup Magali et merci de votre présence. Merci Jean-Victor pour ton invitation et ton soutien sans faille, soutien d'autant plus important que vous l'avez compris, tous ceux qui étaient censés nous soutenir n'ont pas peut-être maintenu leur soutien jusqu'au bout et au fond ça nous a permis d'avancer aussi dans ce rapport et de découvrir des réalités et peut-être que la réticence du Grand Conseil coutumier et derrière elle de la préfecture de Guyane à soutenir ce projet est un indicateur aussi de son intérêt et de son utilité sociale. En tout cas, il nous appartenait, en tant qu'institution, de pouvoir travailler sur cette question des hommes. Alors on a évidemment travaillé en collaboration avec Hélène Ferrarini, dont on ne dira jamais assez l'importance du travail, comme d'ailleurs le travail qui avait été fait par Françoise d'Armonville quelques années auparavant. Ils avaient posé des bases et on a été tout à fait capable sur le terrain de vérifier, de mesurer la justesse de ces travaux. Et au fond, il nous revenait la posture d'être un peu les juristes de service, c'est-à-dire de pouvoir coller un regard un peu froid, un peu distancié, un peu technique sur ce drame humain dont nous avons vu nous aussi et pu mesurer les éléments. Et on a tenté dans ce rapport d'être au fond le plus technicien possible, non pas parce qu'on considère que c'est une affaire de technique, mais le plus technicien possible parce que ça nous paraissait peut-être être la réponse la plus adaptée à cette difficulté. Alors, on va essayer de présenter rapidement ce rapport. Je ne vais pas vous imposer un long exposé. De toute manière, vous pourrez avoir accès au rapport d'ici quelques instants et pouvoir le lire. Les choses importantes dans ce rapport, elles sont claires. C'est de dire que, à la suite de notre processus, et en dépit des difficultés qu'on a pu rencontrer, l'IFJD considère qu'il serait très opportun de créer une commission vérité pour mettre en place un processus d'enquête approfondi sur la question des hommes indiens, sur les bases des résolutions de la justice transitionnelle. Et au fond, pour commenter cette idée, trois peut-être questions. Pourquoi une enquête? Pourquoi une commission vérité? Et pourquoi appliquer les principes de la justice transitionnelle à cette commission vérité? Première question d'ailleurs, d'abord pourquoi une enquête? Pourquoi faudrait-il une enquête sur les hommes indiens dans le cadre de ce que nous avons découvert? Bien, la réponse elle est simple. Il faut une enquête parce que le témoignage que nous avons recueilli, plus les témoignages qui ont été recueillis par d'autres, nous indiquent qu'il y a des raisons importantes et urgentes de mettre en place une enquête approfondie, tant ce qu'il y a dans les témoignages révèle des situations de violence et de traumatisme qu'on ne peut pas aujourd'hui ne pas traiter. Alors, l'enquête, le traumatisme, quelle a été la constatation qu'on a fait? On a essayé d'appliquer, au fond, à la situation guyanaise, un mécanisme que l'IFJD, et je salue un certain nombre de ses experts dans la salle, a mis en place pour analyser les violences éducatives faites contre les autochtones. On a essayé de mesurer et de répertorier tous les types de violences qui ont été dénoncées devant les commissions vérité qui ont été créées de par le monde vis-à-vis des pensionnats autochtones. Et il y a eu beaucoup de commissions vérité, et je dirais qu'il y a eu encore plus de pensionnats autochtones, puisqu'il y a à peu près une trentaine de pays dans le monde dans lesquels on a appliqué des pensionnats autochtones. Évidemment, c'est le monde anglo-saxon, Canada, États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, etc., etc. Mais on peut le trouver également dans d'autres morceaux de l'humanité, dans d'autres endroits de l'humanité. La Finlande, la Norvège, la Suède ont mis en place ce genre de pensionnats. On a pu évidemment les décerner également en Amérique latine, on a pu les trouver ailleurs. On les a même trouvés jusque dans des régimes a priori assez éloigné du catholicisme, que ce soit la Chine communiste ou l'Union soviétique, qui a mis en place des processus et des pensionnats pour ces peuples autochtones. C'était pour nous intéressant. Alors on a pris cet exemple, cette espèce de panel, et on a fait une liste de toutes les violences qui avaient été commises contre les enfants à ce moment-là. Alors on a fait cette liste et on a tenté de classer les violences. Vous savez, les juristes, on adore faire des classements, même s'ils sont un peu parfois artificiels, ils permettent au moins de se structurer. On a voulu distinguer d'une part ce qu'on a appelé les violences systémiques, les violences structurelles, les violences culturelles et les violences matérielles. Les violences structurelles, qu'est-ce que c'est? Ben, je dirais c'est tout le processus de violence qui est lié à la nature coloniale de l'État et qui va s'appliquer dans les hommes ou dans les pensionnats ou dans les écoles. C'est-à-dire, par exemple, l'obligation pour les parents autochtones de scolariser leurs enfants dans ce modèle éducatif-là, et s'ils ne le font pas, eh bien, la police peut intervenir. C'est l'existence, et Hélène en parlait tout à l'heure,
de statuts juridiques ou de textes juridiques qui induisent une hiérarchie entre les groupes humains et l'arrêté, je crois que c'est l'arrêté 809 du préfet de Guyane de 1952 qui crée un service des populations primitives. Et la caractéristique, et de ce point de vue-là, on ne peut que penser à la fameuse loi des sauvages qui avait été utilisée également au Canada. Donc d'abord des violences structurelles. Est-ce que l'État, dans le cadre de sa colonisation, participe d'une forme de scolarisation forcée? Deuxième type de violence, qu'on appellera des violences culturelles, qui consistent en l'ensemble des mécanismes coercitifs mis en place pour faire disparaître une dimension culturelle et la remplacer par une autre. Interdiction de la langue, interdiction des religions, interdiction des vêtements traditionnels dans les écoles par exemple, le fait de couper les cheveux aux élèves pour leur faire perdre une certaine dimension culturelle. Il y a toute une série de listes qui a été établie. Et puis à côté de ça, on a tenté de lister également, la liste n'était pas très joyeuse à faire, ce qu'on va appeler les violences matérielles, c'est-à-dire l'utilisation de la violence contre les enfants. Alors on a essayé de voir quels avaient été les cas d'utilisation de ces violences partout dans le monde. On a essayé de distinguer les violences légales des violences illégales, parce que c'est vrai qu'un certain nombre d'États avaient mis en place des pratiques légales de violence, mais le fait qu'elles puissent être dépassées par des violences illégales pouvait être un élément extrêmement intéressant. Et puis, à côté des violences légales ou illégales, on a évoqué également des violences en le cassant par leur degré de gravité, et on a découvert, en tout cas on a pu constater que dans certains pensionnats autochtones à l'étranger, des violences d'une extrême gravité avaient été commises, que ce soit des expérimentations médicales, des privations volontaires de nourriture, des violences sexuelles à grande échelle, et parfois même du travail forcé. Donc on a pris ce modèle-là, et puis on s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé en Guyane? Qu'est-ce que, a priori, on dénonce en Guyane aujourd'hui? Parce que le but de l'enquête n'était pas de savoir ce qui s'était passé, mais savoir ce qu'on dénonçait. On n'a pas les moyens de savoir ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'on va demander une commission vérité. Et on s'est aperçu, au fond, de trois éléments. Premier élément, il y avait, alors on a fait une sous-classification, mais je vous l'épargne, en disant qu'il y avait des dénonciations systématiques, des dénonciations occasionnelles et des dénonciations nulles. Il n'y avait pas de dénonciation. On s'est aperçu qu'en Guyane, il y avait un nombre important de violences systémiques. C'est-à-dire que les processus d'implication coloniale en matière de scolarisation étaient à peu près tous retrouvés en Guyane. La seule chose qu'on n'a pas retrouvée, c'est les placements d'office qu'on a trouvés chez certains peuples amérindiens, notamment dans l'État du Maine aux États-Unis, où l'aide sociale à l'enfance plaçait d'office les enfants amérindiens dans des familles occidentales. S'agissant des violences culturelles, ben là encore, si j'ose dire, le carton est plein, à savoir qu'on trouve tous les types de violences culturelles, interdiction de la langue, interdiction de la religion, interdiction, essayer de déconstruire, y compris l'apparence physique, le port des calimbés, etc., dans les pensionnats autochtones. Ça, on a pu s'en rendre compte de manière assez régulière, avec d'ailleurs une nuance qu'il a fallu qu'on introduise, c'est que dans certains cas, les pratiques n'étaient pas complètement obligatoires, mais il y avait une apparence d'obligatorité. Par exemple, un certain nombre de travaux font état du fait qu'il n'était pas obligatoire de mettre les enfants dans les hommes, mais à partir du moment où les gendarmes viennent chercher les enfants, et à partir du moment où cette forte, je crois que c'est l'expression d'une anthropologue qui parle d'une pratique fortement conseillée, à partir du moment où c'est fortement conseillé avec la visibilisation des gendarmes dans une société coloniale elle-même inégalitaire, on voit bien qu'on est dans une obligation de fait en fait. Et puis, troisième point, donc il y a beaucoup de violences, il y a un certain nombre de violences structurelles, un certain nombre, même plus de violences culturelles, et puis il y a les violences matérielles. Les violences matérielles, c'est y a-t-il eu des actes de violence et de violence graves dans les Homes indiens de Guyane? Alors là, le constat que nous avons fait est extrêmement clair. Il n'y a aucune dénonciation systématique. C'est-à-dire que rien ne nous permet d'affirmer aujourd'hui qu'il y a eu cette forme de violence de manière systématique en Guyane. Il y a des dénonciations occasionnelles de violences physiques, de punitions avec des cachots, des pièces noires pour sanctionner les enfants, etc., etc. Et puis, s'est posé le problème de deux types de violences, qui sont le travail forcé, la violence genrée et la violence sexuelle. Alors là, nous ne pouvons rien affirmer, sauf que
dans notre rapport, nous avons mis in extenso le verbatim de 2 entretiens qu'on a eus avec des personnes d'anciens pensionnaires, verbatim parfaitement anonymé, vous comprendrez évidemment pourquoi, dans lequel sont dénoncées des violences sexuelles. La première de la part de prêtres vis-à-vis de jeunes filles qui auraient été trouvées en position d'être enceintes et qui auraient accouché d'un enfant du prêtre. Alors on lui mettait, là pour le coup, on lui mettait du roucou, parce que ça empêchait de voir qu'il était finalement un peu plus blanc que les autres. Donc on a ce premier témoignage-là, avec l'idée d'ailleurs d'une espèce de système qui se met en place, au sens où la petite fille est envoyée chez le prêtre pour faire le ménage, etc., etc. Et c'est dans ce cadre-là que se naît cette relation, si j'ose dire. Et puis la deuxième dénonciation, encore plus directe, et je dirais encore plus déstabilisante, c'est la dénonciation d'un garçon qui se plaint d'avoir été violé à de nombreuses reprises par d'autres garçons surveillants laïcs dans les hommes indiens. Et dit-il, c'était en totale impunité, alors qu'on le savait. Et la violence des surveillants, on l'évoquait tout à l'heure avec Hélène, est un thème qui revient assez fréquemment. Et donc, sur ces 2 témoignages-là, il nous paraît évident qu'il faut une enquête, ne serait-ce que parce qu'il faut creuser ces témoignages. Enfin, on va dire les choses clairement, notamment la question des violences sexuelles, elle se pose non pas de manière certaine, mais on ne peut pas l'écarter. On est dans des pensionnats religieux. On sait, depuis le rapport de la SIAZ, sur la commission indépendante d'enquête sur les violences sexuelles dans l'Église, et le président Jean-Marc Sauvé était présent au début de cette séance et soutient notre initiative, que l'Église catholique a été l'endroit le plus dangereux pour les enfants qui étaient placés. On sait que les taux de violences sexuelles ont été estimés à 330 000 personnes en France, en métropole, entre 1950 et les années 2000. Il n'y a aucune raison, a priori, d'écarter que ces violences n'aient pas eu lieu, sous prétexte qu'elles n'ont pas été dénoncées, alors que, finalement, elles l'ont été, à demi-mot, parce qu'il y a ces 2 témoignages qui sont explicites, mais on a plein de témoignages qui sont des témoignages qui semblent bien indiquer que peut-être la personne a subi des violences sexuelles, mais qu'elle ne se souvient pas et qu'elle en a entendu parler. Et il y a énormément de choses, énormément de choses. Et là, je crois qu'il faut tirer le fil, ne serait-ce que pour l'honneur de l'Église catholique, qui doit montrer, qui doit permettre de faire la lumière. Parce que, encore une fois, je le répète, rien ne permet d'accuser tout de suite les personnes dans les hommes d'avoir pratiqué, à l'échelle de ce qu'on a pu connaître au Canada, les violences sexuelles. Mais il serait criminel de ne pas faire la lumière sur cette possibilité-là. La question se pose de manière incontournable. Donc, voilà le constat qu'on a fait. Et pourquoi faut-il une enquête ? Eh bien, il faut une enquête parce que, justement, des questions se posent, des types de violences ont pu être identifiés, systémiques, culturels, des types de violences ont pu peut-être être suspectés dans le domaine matériel, et on parle beaucoup de violences, et on a beaucoup de témoignages qui nous disent « Ah ben, je ne peux pas tout raconter, je ne me souviens pas de tout, mais quand même, chez les garçons, c'était bien pire que chez nous, par exemple, des témoignages qu'on peut rencontrer. » Et donc, je pense qu'il faut une enquête. Il faut une enquête. Alors, du point de vue méthodologique, c'est le cœur de notre rapport. De dire qu'aujourd'hui, les questions se posent. Alors, comment on a pu avancer un peu dans cette recherche de questions ? Ben, si vous voulez, on a, au fond, essayé d'appliquer une double méthode de travail. Une première méthode qui est d'analyser ce que nous disaient les gens. Et puis, à partir de ce que nous disaient les gens, de vérifier et de comparer dans la littérature pertinente et dans des exemples étrangers, je vais y revenir, ce qui avait été fait ailleurs. Alors, ça veut dire 2 choses. Première chose, ça veut dire que le discours des personnes qui parlent dans le DEOM, des anciens pensionnaires DEOM, c'est loin d'être un discours totalement fluide, totalement cohérent, qui va toujours dans le même sens. On a clairement des gens qui nous disent du bien des hommes et des gens qui nous disent du mal des hommes. On a clairement également des gens qui, dans la même conversation, nous disent « les hommes, c'était bien, mais quand même », et là, ils nous donnent 2 ou 3 exemples de choses qui sont totalement contradictoires. On voit bien aussi que la parole, elle se libère progressivement. On voit bien que parfois, ça pose des difficultés spécifiques par rapport aux communautés, par rapport aux familles, par rapport à la relation entre les garçons et les filles. Bref, on voit bien que c'est une parole qui a besoin de se développer, qui a besoin de se laisser aller. Et on a vu que dans les autres États confrontés à ces problèmes, la commission d'enquête a été mise en place de manière systématique. Enquête systématique, évidemment, on l'a dit au Canada, enquête systématique notamment aux États-Unis avec la Commission humaine, en Australie avec la commission de Victoria, en Finlande, en Norvège, en Suède avec les commissions mises en place pour les peuples Gwen et Sami, etc.
etc. Et sur le comparatisme, moi je ne veux pas tomber dans l'idée de dire le Canada c'est comme la Guyane. Je ne veux pas tomber dans l'idée de dire que tous ces pays produisent un même modèle. Je veux dire simplement que tous ces pays posent globalement la même question et utilisent le même instrument de réponse. La Guyane, c'est pas le Canada, c'est pas la Nouvelle-Zélande, c'est pas les Samis, c'est pas... Je sais pas ce que c'est. Et il ne s'agit pas de plaquer un modèle nécessairement tout fait. Il s'agit de se dire que quand dans la plupart des États du monde confrontés au même problème, on a utilisé cette technique d'enquête, eh ben, il faut la mettre en place. Et après tout, la France n'est pas si novice que ça. Il y a, je parlais de l'enquête de Jean-Marc Sauvé de la SIAZ sur les violences dans l'Église catholique. On pourrait également parler, et Philippe Vital est présent, et je le remercie de sa présence, de l'enquête qui a été conduite sur les enfants réunionnais transportés, c'est le terme de l'enquête, en Creuse, en métropole. Là encore, l'enquête a été confiée à une commission, et là encore, les résultats, ils ont été satisfaisants. Donc ce qu'on a fait en République, ce que la République a fait pour la Réunion, ce qu'elle a fait, qu'elle a laissé faire pour l'Église, et ce que le président Macron a appelé fort récemment pour la Nouvelle-Calédonie, son fameux chemin du pardon et un comité histoire et réconciliation, n'est absolument pas incompatible avec la possibilité d'être fait en France et avec la législation républicaine. Je crois que de ce point de vue-là, c'est un peu la base de notre étude. C'est un peu la base de notre étude, l'idée de dire, il y a des questions qui se posent, ces questions se posent de manière importante, de manière incontournable, on doit apporter une réponse aujourd'hui par une enquête approfondie. Ça, c'est la première question. Pourquoi une enquête? La deuxième question, c'est de savoir, mais pourquoi une commission vérité? Pourquoi vouloir confier à ce type d'organe-là cette enquête-là? Alors évidemment, il y a le précédent du Canada. Mais la commission vérité, c'est qu'une solution parmi d'autres. On pourrait très bien dire, après tout, on va saisir un tribunal. On va mettre en place une commission d'experts. Il y a des exemples qui l'ont fait. Mais la commission vérité, elle est particulière. Alors la commission vérité, sans vouloir tomber dans un cours un peu unilatéral, c'est une structure d'enquête qui est apparue en 1983 en Argentine avec la CONADEP, qui a été extrêmement popularisée en Afrique du Sud avec la commission Vérité et Réconciliation, qui avait été à l'époque dirigée par Monseigneur Desmond Tutu, et c'est globalement, qui a reproduit aujourd'hui dans le monde entier, on a entre 30 et 50 commissions Vérité dans le monde, et l'idée c'est de dire, on va demander à une commission de réfléchir sur l'existence de violences, sur les causes des violences, sur les conséquences des violences, sur les réparations à apporter et éventuellement sur les mesures qu'on doit prendre pour adopter ce qu'on appelle la non-répétition. Et donc cette commission nous a paru être un bon instrument. Pourquoi? Parce qu'elle est basée sur le dialogue. Elle met en place une approche dialogique, pour reprendre un terme un peu savant, c'est-à-dire que tout le monde doit y participer et tout le monde y participe. Les victimes comme les autres. Ceux qui ont commis, ceux qui ont subi, ceux qui ont laissé faire, ceux qui ont regardé. Et c'est très important. Parce qu'elle permet la cohabitation des discours, la cohabitation des mémoires. Ça ne veut pas dire que tout est à placer au même plan. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bien, qu'il n'y a pas de mal, si j'ose dire. Mais ça veut dire clairement que c'est un espace participatif de justice et il est très important de recueillir, par exemple, ici la parole de l'Église. Et j'ai rencontré plusieurs fois Monseigneur Rancé à Cayenne et il a été, lui, particulièrement ouvert à nos rencontres. C'est une approche dialogique que les commissions permettent. Approche inclusive. Inclusive pourquoi? Ça veut dire que tout le monde doit y participer et surtout que le but de la commission, c'est d'être diffusé. C'est de, j'irais faire une sorte d'effet boule de neige. La parole entraîne la parole. La commission, elle se déplacera dans le pays. Elle créera des espaces de dialogue. Elle fera retransmettre ces séances à la radio. Les gens vont écouter. Et progressivement, la parole se libérera. Et on a pu se rendre compte, c'est pas une invention de ma part, c'est notamment un élément qui a été extrêmement étudié, notamment nos amis canadiens, et il y a dans notre groupe d'experts une experte canadienne qui nous a considérablement aidés. On va prendre conscience du problème. Des gens vont découvrir qu'il y a des autochtones en Guyane. Des gens vont découvrir qu'il y a eu des hommes en Guyane. Des gens vont découvrir que les autochtones ne sont pas toujours traités comme ils voudraient l'être. Et des gens vont pouvoir parler. Et il y a même des gens qui vont conscientiser leur action en se disant, tiens, finalement, peut-être que j'ai accepté et j'ai soutenu un système qui n'était peut-être pas sans contradiction. Donc, la commission vérité, elle permet ça. Elle va permettre également, et ça me paraît essentiel, une approche autochtone. Pour reprendre ce que disent les tenants de cette commission en Colombie, ce n'est pas avec le Coran qu'on étudie la religion catholique. Eh bien, ça veut dire que ce n'est pas avec la loi des Occidentaux qu'on doit pouvoir exclusivement traiter les violences qui sont faites aux Amérindiens.
On a besoin que cette commission, et là on a des exemples, et une de nos expertes, Leslie Cloud, a beaucoup travaillé sur ces questions, d'introduction dans le fonctionnement des commissions vérité des principes qui viennent des cosmogonies autochtones. Que ça soit d'abord la présence incontournable d'autochtones dans cette commission, la présence de l'utilisation des langues autochtones. Les personnes doivent pouvoir témoigner dans la langue de leur choix, dans la langue où, au fond, ils sont les plus confortables. Mais aussi la mise en place, les Canadiens l'ont beaucoup montré, et les Australiens aussi avec la commission à Victoria, de procédures de recueil de la parole autochtone. Alors, il ne faut pas que ça soit une commission totalement autochtone, parce que les autres doivent pouvoir s'y retrouver, mais il n'est pas question de mettre en place des mécanismes de recueil de la parole et d'analyse des violences qui ne soient pas en grande partie influencés par l'identité culturelle de ceux qui en ont été les victimes. Et là encore, les commissions vérité, elles servent beaucoup à ça. On va pouvoir également, et je vais essayer d'aller un peu vite, prendre une approche transgénérationnelle. La grande difficulté, et là encore on a pu le mesurer de manière assez récurrente quand on a travaillé sur ce qui s'est passé à l'étranger, c'est que les violences faites aux enfants autochtones ne s'arrêtent pas avec la sortie du pensionnat. Les effets continuent. Je dirais même que c'est une forme de violence à diffusion lente, qui va empoisonner tout au long de leur vie les anciens pensionnaires. Il faut entendre le discours des anciens pensionnaires des hommes, notamment canadiens. Mais il n'y a pas que les Canadiens. Mais les Canadiens, ils ont été très étudiés. Donc évidemment, on a ce langage qui vient. Il faut entendre les traumatismes générés par le passage par les hommes. Que ce soit les traumatismes en matière de violence domestique, en matière d'alcoolisme, en matière de violence sexuelle, de reproduction de la violence sexuelle. Et puis, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la violence transgénérationnelle, le traumatisme transgénérationnel, c'est-à-dire la transmission à des générations futures, à des générations postérieures, qui n'ont pas connu les hommes. Et ce traumatisme, il a été avéré par la Cour pénale internationale, notamment dans des affaires qui touchaient à la République démocratique du Congo, sauf que la Cour a dit, mais c'est pas, les juridictions ne peuvent rien faire pour ça. Et c'est généralement les commissions vérité qui s'en emparent. Donc de ce point de vue-là, je crois que c'est vraiment extrêmement important. Et puis la commission vérité, au fond, c'est un espace de parole qui peut en ouvrir d'autres. Il y a eu au Canada une première commission vérité, dont on a évidemment aujourd'hui beaucoup parlé, sur les pensionnats autochtones, mais on s'est rendu compte pendant les débats sur les pensionnats autochtones qu'il y avait un problème de violence contre les femmes et les filles autochtones, qu'elles étaient infiniment plus menacées. Et que, à partir de là, on a créé un deuxième mécanique, une enquête nationale sur les violences faites sur les femmes et les filles autochtones, qui est la suite de la commission vérité, mais qui est une continuation de la parole. Et on était très heureux dans notre équipe d'accueillir Catherine Savard, qui a été membre de cette commission et qui a été une des expertes juristes de la commission. Donc je crois que le choix de la commission vérité, il ne s'appuie pas sur une tentative un peu systématique et de reproduction du modèle canadien qui exercerait une forme de fascination, mais de réflexion sur l'intérêt spécifique de cette structure par rapport à d'autres. Enfin, dernier point, et je vais aller assez vite parce que j'ai beaucoup parlé, sur pourquoi prendre les principes de la justice transitionnelle. Les principes de la justice transitionnelle, Magali l'a évoqué tout à l'heure, c'est les principes mis en œuvre par Louis Joinet, qui disait, au fond, les victimes de violences passées, elles ont 4 droits. Le droit à la vérité, savoir ce qui s'est passé, le droit à la justice, le droit à la réparation, et le droit d'avoir des garanties de non-répétition. C'est dans le texte que Joinet a notamment publié en 1997 dans le cadre de sa mission pour les droits de l'homme. Eh bien, là encore, cette prise en charge spécifique de la violence, elle nous paraît tout à fait correspondre à ce qui s'est passé dans les hommes, parce qu'il s'agit à la fois, bien sûr, de savoir si dans tel ou tel homme il y a eu de la violence, mais je dirais que c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de remettre cette violence dans son environnement historique, dans son environnement sociologique, dans son environnement systémique. La violence dans les hommes, c'est d'abord la violence de l'État, c'est la violence de l'Église, et c'est la violence de la colonisation. Il s'agit également de réfléchir à la réparation. Et la réparation, elle ne se fait pas naturellement, elle ne se fait pas. La simple condamnation des auteurs de violences ne répare pas les violences commises. Il faut parfois aider les victimes, aider les communautés. La réparation, elle peut être individuelle, elle peut être symbolique, ça peut être les monuments, et tout à l'heure on parlait de ce magnifique combat qui est mené pour la mémoire des Kali'na qui ont été déportés dans ces eaux humains, avec la création d'un mémorial. Mais un mémorial, c'est une forme de réparation. De même que des excuses prononcées par des pouvoirs politiques, c'est des formes de réparation. Pas oublier que le pape François a été dans un processus finalement assez semblable. Et puis il peut y avoir des formes de réparation très adaptées. Je pense notamment à l'initiative qui a été mise en place
après la commission Philippe Vital, portée par Marion Fellman et Malika Mansouri, de mettre en place un suivi psychologique spécifique pour les anciens pensionnaires, les anciens et enfants de la Réunion transportés en Creuse, parce que ça pratique une certaine forme de traumatisme et ça nécessite une certaine forme de prise en charge. Donc il y a besoin de ça. Et puis il y a aussi besoin de la justice transitionnelle, parce qu'au fond, le plus important, c'est la non-répétition. La justice transitionnelle, c'est la justice du plus jamais ça. C'est la justice qui tente de savoir ce qui s'est passé pour essayer de faire en sorte que les choses ne se passent plus. Et donc, qui va proposer des réformes. Les Canadiens parlent d'appel à l'action, qui va proposer des réformes sociales pour tenter de faire que les choses se passent un peu mieux aujourd'hui, surtout que dans le domaine de l'éducation, et le rapport l'aborde, et je n'ai pas voulu le faire ici, l'éducation des enfants amérindiens aujourd'hui par le système scolaire français, notamment par les familles hébergeantes, ne me paraît pas être une réussite absolue, et il semble même que les retours qu'on puisse en avoir, et je parle parce qu'on a travaillé avec les gens de l'UNICEF, avec les gens de la BIPAB, et puis aussi avec les gens d'une ONG qui s'appelle l'Effet Morpho, qui nous montre que il y a aujourd'hui dans les familles hébergeantes des problèmes de violence culturelle, des problèmes de violence sexuelle, des problèmes de violence tout court. Et donc il y a une forme de répétition de violence qu'il faut pouvoir peut-être prendre en charge. Et une commission vérité, elle ne va pas pouvoir changer les choses, mais peut-être qu'elle va pouvoir faire des propositions. Et je crois que de ce point de vue-là, c'est une justice plus globale qu'il faut imaginer. Alors en termes de conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire pour ne pas prendre trop de temps? D'abord, dire que ce rapport n'est pas une accusation, n'est pas un acte d'accusation, ni contre l'État, ni surtout pas contre l'Église. Il est un signal d'alarme, en disant il y a des choses qui doivent nous alarmer, et des choses qu'on ne peut pas laisser dans l'ombre, et que l'on doit absolument, sur lesquelles on doit absolument enquêter. C'est pas une boîte, c'est pas une solution toute faite qu'on vous propose. C'est une sorte de boîte à outils. Et c'est pour ça qu'on a mis dans le rapport beaucoup d'exemples étrangers. Parce qu'on va pouvoir puiser. La justice transitionnelle, elle n'est jamais la même. Des commissions vérité, elles ne se ressemblent jamais. C'est un modèle qu'on peut décliner, qui s'est construit à ce rythme-là. Et il faut construire une commission vérité adaptée au peuple autochtone de Guyane et adaptée à la société guyanaise. C'est un rapport donc qui vous propose un certain nombre de choses. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer, d'abord qu'on va essayer, nous, de compléter le rapport. On va essayer de travailler encore. On a mis en place à l'Institut Jouannet un groupe international de travail. Il y a des juristes français, il y a des intervenants brésiliens, russes, canadiens qui travaillent avec nous, pluridisciplinaires, sur ces processus de violence éducative à l'endroit des enfants autochtones. Et en 2025, et on aimerait bien le faire à Paris et peut-être le faire au Quai Branly, on voudrait faire un très grand colloque de restitution de cette violence autochtone avec la venue de très nombreuses personnes qui ont travaillé sur ces questions dans le monde entier et la venue de pensionnaires. Ça, c'est la première chose. Donc, nous n'allons pas lâcher l'affaire, quelle que soit la suite qu'on va donner. Donc, nous, on va tenter de compléter le rapport. On va tenter également de diffuser le rapport. Diffuser le rapport parce qu'on voudrait qu'il soit un instrument de départ d'une réflexion collective et non pas un instrument terminal d'une réflexion individuelle. Nous n'avons pas pu faire le séminaire de restitution que nous avions prévu de faire pour les raisons qu'on a évoquées. Eh bien, on va le faire quand même. On va le faire quand même, soit peut-être directement là-bas, et soit, si ce n'est pas possible, le faire de manière virtuelle. Contacter, ce rapport, il va être envoyé à toutes les personnes, toutes les organisations qui le voudront et qui peuvent avoir des retours. Et on va noter ces retours, et on va noter ces suggestions. Et on va partager ces suggestions, soit dans un second rapport, soit dans des actes d'actualisation, mais on veut que ce rapport il serve à une réflexion collective et on veut au fond mettre ce rapport à disposition de la société guyanaise, des acteurs guyanais, pour qu'ils essayent d'en faire ce qu'ils pourraient en avoir envie de faire. Et on va tenter donc de partager ce rapport, on va tenter de soutenir ce rapport. Il va se créer un comité de soutien à cette initiative de la réflexion sur une commission vérité. Vous y serez associés, Magali Besse va vous en parler tout à l'heure. On est en train de réunir déjà un certain nombre de signatures pour que les choses puissent continuer et pour que les choses puissent avancer. Mais vous l'avez compris, si les choses avancent, elles n'avanceront pas sans vous, mais avec vous. Nous sommes simplement là pour vous suivre, pour vous aider si vous en avez besoin,
Mais nous voulons aussi faire preuve et faire nôtre la devise qui a été posée par la Commission Vérité et Réconciliation de Colombie et des acteurs amérindiens de ces commissions qui ont dit parfois, et ils l'ont dit aux commissaires européens, parfois des amis vous demandent de vous aider en vous tendant la main. Mais parfois, ils vous demandent de vous laisser tranquille et de vous laisser agir tout seul. C'est ce qu'on souhaite faire avec ce rapport. Merci beaucoup.